première table ronde de cette première journée de Futurapolis au Muséum, avant tout à l'heure la diffusion du documentaire Le Monde selon Amazon. Et nous consacrons ce temps fort à la question du comportement des robots. Péter un boulon, nos robots sauront-ils bien s'en comporter ? C'est un dilemme désormais célèbre dans un tramway lancé à pleine vitesse en direction d'un groupe de passants. Est-il acceptable moralement de détourner ce tramway pour qu'il tue moins d'individus ? Cette expérience prend de nouvelles proportions aujourd'hui avec la perspective de l'arrivée progressive d'entités autonomes. Comment faire pour inculquer aux véhicules, avions, robots en tout genre, robots du futur, des impératifs éthiques a priori avant même de les mettre sur le marché? Les invités de ce temps fort comportement des robots, Jean-François Bonnefond et Bertrand Serp. Et cette interview est menée par Romain Gonzalez, le responsable éditorial de Futurapolis. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, moi j'ai une petite pensée pour Clémentine Malgras, qui est une journaliste qui devait modérer cet échange et qui est actuellement dans l'avion entre Paris et Toulouse à cause de la neige, qui l'a bloqué pendant de nombreuses heures, donc je la remplace au pied levé. Alors Jean-François Bonnefond, à ma gauche, vous êtes docteur en psychologie cognitive, vous êtes directeur de recherche à TSE au CNRS, vous êtes invité au MIT et auteur de La voiture qui en savait trop. J'ai eu l'occasion de vous interviewer pour Le Point il y a quelques semaines de ça, donc je vous encourage à lire cette interview. Bertrand Serp, vous êtes vice-président de Toulouse Métropole en charge de l'économie numérique et de la robotique. Avant de vous donner la parole, on va diffuser une toute petite vidéo d'un de nos partenaires qui aurait dû être là aussi sur cette table et qui n'a pas pu être là malheureusement. Et Monsieur Serp, je vous demanderai votre avis après cette vidéo qui traite notamment de la voiture autonome et de l'état de la technologie aujourd'hui en France. Vous pouvez la voir à votre droite. Dans peu de temps. La Matmut, en effet, participe depuis maintenant plus d'un an à une expérimentation sur l'agglomération rouennaise, Rouen-Normandie Autonomous Lab, qui est en fait une première européenne qui consiste à avoir des véhicules autonomes de transport public à la demande. L'objectif, c'est bien de permettre effectivement aux usagers de pouvoir commander à son souhait, en fonction de son besoin de mobilité, un véhicule autonome. On est dans une approche que l'on peut aussi qualifier de robotaxi de demain. Alors on a voulu être prudent sur cette expérimentation et ce sont des véhicules autonomes sur lesquels on s'est attaché à avoir différentes strates au niveau de la sécurité. À l'intérieur du véhicule, il y a toujours un safety driver qui est présent, qui ne touche pas au volant, mais qui peut à tout moment reprendre la maîtrise du véhicule. Qui plus est, le véhicule autonome assure un tampon avec le reste de la circulation, puisqu'il y a un véhicule suiveur pour éviter de perturber au maximum la circulation. Troisième couche de sécurité, c'est qu'il y a un poste de commandement centralisé au niveau des infrastructures, donc de l'exploitant de transport public, donc de Transdev. Et il y a dans ce poste de contrôle une personne qui va en permanence suivre l'activité sur ces boucles et qui va pouvoir interagir le cas échéant avec le véhicule autonome, en l'occurrence là le safety driver. On peut dire que le problème de la responsabilité civile, il est déjà, à notre sens, relativement bien couvert. Néanmoins, se pose quand même la question demain de, une fois que l'assureur va avoir réparé la tiers victime, est-ce que l'assureur a éventuellement un recours contre le fabricant du véhicule autonome ou l'un de ses équipementiers? Effectivement, je peux avoir un radar qui est défaillant, un algorithme qui a été mal paramétré, etc. Aujourd'hui, la réglementation s'appuie uniquement sur des notions prévues dans le code civil autour des produits défectueux. Donc nous pouvons déjà avoir aujourd'hui quelques enjeux, quelques litiges avec des constructeurs sur des limitateurs de vitesse ou autres, mais c'est quand même relativement modeste. Avec le développement du véhicule autonome, on se dit que demain, ce risque de recours va devenir la norme. Et effectivement, il va falloir très certainement légiférer pour éviter des discussions à n'en plus finir et des recours interminables. La Matmut, en effet, participe. Je pense qu'une seule fois, ça suffira pour cette vidéo. Merci. Monsieur Serp, est-ce qu'un véhicule autonome qui nécessite un humain dans la voiture pour le contrôler en cas de défaillance et deux voitures tampons devant et derrière, selon vous, peut vraiment s'intituler véhicule autonome? Est-ce qu'au fond, c'est ça l'état de l'art aujourd'hui en France du véhicule autonome?
c'est-à-dire un véhicule qui est au fond tout sauf autonome. Alors, bonsoir d'abord, merci de cette invitation. Alors, le véhicule autonome, effectivement, c'est quelque chose que nous avons expérimenté à Toulouse depuis déjà quelques années, avec des expériences à la fois sur Toulouse, pas très loin d'ici, à Les Jules Guesde, avec une start-up, EasyMile, une petite navette qui circulait sur les allées, donc avec un circuit qui était bordé, et ainsi qu'à Pibrac, sur une ville de la métropole toulousaine. Nous avons souhaité très tôt, pour régler ce problème des mobilités, qui est un gros problème des grandes métropoles françaises, et particulièrement à Toulouse, essayer de travailler sur la mobilité et les véhicules autonomes. À partir de là, dans chaque véhicule, dans ses premières expérimentations, il y avait effectivement, comme il est dit dans la vidéo, une personne qui était là pour rassurer et pour expliquer comment fonctionne ce véhicule qui roulait à une vitesse très faible, je le rappelle. Sur des expérimentations d'1 an chacune, il n'y a eu aucun incident majeur et aucun problème particulier. Alors certes, c'était sur un morceau très délimité et il n'y avait pas la nécessité d'avoir un suivi de véhicule puisqu'il y avait une personne à l'intérieur qui était aussi capable d'arrêter et de stopper avec une sorte de buzzer le véhicule, mais c'était à titre expérimental. La suite, c'est une suite sous forme d'un démonstrateur que nous allons mettre en place à Toulouse, sur le campus de l'Oncopole, avec un véritable, le même style de véhicule, mais beaucoup plus autonome, puisque dans les 6 premiers mois, ça durera 24 mois, les 6 premiers mois, il y aura à l'intérieur un accompagnant et plus personne. Il n'y aura pas, dans un premier temps, de véhicule suiveur, puisque c'est encore un démonstrateur. La loi, comme il a été dit dans la vidéo, n'est pas encore à maturation pour pouvoir effectivement considérer quelles seraient les responsabilités en cas d'accident. Ceci dit, aujourd'hui, nous pensons, en tout cas à la métropole, qu'il faut vraiment aller dans ce sens pour travailler sur ces objets, sur ces véhicules connectés, sur véhicules autonomes. Et nous attendons beaucoup des pouvoirs publics, c'est-à-dire de nous-mêmes, mais à la fois aussi de la loi, pour pouvoir légiférer de façon à ce qu'il y ait une sûreté la plus probable possible en matière de sécurité routière. Après se posent les problèmes que nous allons évoquer sûrement d'ailleurs sur l'autonomie ou pas en fonction de la sécurité et de l'intelligence artificielle et de ces algorithmes qui finalement pilotent ce véhicule. Mais l'idée, en tout cas à laquelle nous croyons beaucoup, c'est que nous travaillons sur une éthique de ces mobilités, sur une éthique à la fois globale et systémique, pour que l'ensemble de la population déjà s'approprie ces nouveaux outils. Et nous travaillons beaucoup sur ça, parce qu'on pense que l'appropriation permettra de diminuer le risque de peur ou d'appréhension de l'utilisation de ces futurs véhicules. Et à côté, il y a le matériel législatif et la loi qui devraient permettre de réguler un certain nombre de problématiques actuelles. Jean-François Bonnefond, vous étudiez les implications éthiques de l'arrivée potentielle des véhicules autonomes sur nos routes depuis maintenant quelques années, depuis 2015, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que vous est arrivé un jour de vous dire que vous étudiez au fond l'éthique d'un objet qui n'arrivera peut-être jamais sur nos routes, comme si on étudiait au fond le sexe des anges, quelque chose qui ne sera jamais parmi nous, ça veut dire le véhicule autonome, une sorte d'entité un peu abstraite que l'on ne verra jamais vraiment? On commence par une question facile. Hein. Alors, si on pense véhicule autonome, c'est-à-dire pleinement autonome, au sens où la voiture, vous montez devant votre porte et vous faites un trajet Toulouse-Montpellier, elle vous dépose devant la porte d'un de vos amis. Alors effectivement, ça, je ne sais pas si ça existera. Maintenant, des voitures autonomes dans des domaines opérationnels plus restreints, hein, sur l'autoroute, même à l'intérieur de quartiers délimités dans les villes, oui, ça arrivera. Et comme ça va arriver, et comme on ne pourra pas éliminer totalement les accidents, il faut bien le réaliser, hein, on n'arrivera pas au 0 accident, il en restera quelques-uns. Il faut se poser la question, hein, combien d'accidents nous sommes prêts à tolérer, et puis quel type d'accident, quelle accidentologie, parce que le grand pouvoir que nous donne la voiture autonome et les algorithmes qui pilotent les voitures autonomes, c'est de pouvoir influencer sur les statistiques d'accidentologie. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas dire, par exemple, au conducteur humain, s'il vous plaît, faites en sorte que 20% de cyclistes en moins meurent sur les routes.
débrouillez-vous en leur laissant plus de place, faites comme vous pouvez, mais je veux voir 20% de cyclistes en moins sur les routes morts cette année. Ça, c'est impossible. Avec la voiture autonome, tout à coup, on a le pouvoir de dire à toutes les voitures autonomes, trop de cyclistes sont blessés sur les routes, donc augmentez de 20% la distance que vous leur laissez pour voir les statistiques changer l'année prochaine. Et ça, c'est vraiment un enjeu éthique important. Dans le domaine de l'acceptation publique des véhicules autonomes, vous évoquez un effet dans votre livre « La voiture qui en savait trop », qui est l'effet de Lake Wobegon, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que vous pouvez expliquer au public ce que c'est et en quoi ça le concerne très particulièrement, parce que ça vous touche tous, vous conducteurs, qui pensez au fond être de très bons conducteurs, alors que vous êtes généralement des conducteurs assez médiocres. Oui. Les psychologues appellent ça parfois l'effet Lake Wobegon, parce que Lake Wobegon, c'était le nom d'une émission radiophonique aux États-Unis, et ça commençait toujours par Lake Wobegon est une ville où toutes les femmes sont fortes, tous les hommes sont beaux et tous les enfants sont plus intelligents que la moyenne. Et donc on a appelé l'effet Lake Wobegon cet effet qui veut que sur n'importe quelle qualité que je pourrais vous donner, par exemple, est-ce que vous êtes gentil ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait écouter les autres ? Comment est-ce que vous vous classeriez ? Bien, tout le monde va se classer mieux que la moyenne. Et puis la conduite, c'est pareil. Quand on demande aux gens de se classer en termes de qualité de conduite, la majorité des gens imaginent être dans le top 20% des conducteurs. Alors c'est impossible, bien sûr, mais ça veut dire que ça a une conséquence pour la voiture autonome, qui est que, imaginez qu'on vous promette, alors que la voiture autonome ne va pas éliminer 90% des accidents, mais disons qu'elle va en éliminer un certain nombre. Elle va être 20% plus sûre que le conducteur moyen. Maintenant, la question qui se pose pour vous, c'est est-ce que j'y gagne ? Est-ce que je gagne en sécurité à me laisser conduire par une voiture qui est 20% meilleure que le conducteur moyen ? Il faut que vous vous posiez la question, est-ce que moi-même je suis 20% meilleur que le conducteur moyen ou non ? Et il y a de fortes chances qu'ici, 80% des gens ou 90% des gens se jugent être déjà meilleurs conducteurs que ça. Donc ces gens-là vont se dire je ne suis pas client de la voiture autonome parce que je vais y perdre finalement en sécurité. Et le problème, c'est que bien sûr, tout le monde se surestime complètement et qu'à l'arrivée, beaucoup de gens ne vont pas réaliser le gain en sécurité qu'ils auraient à passer à une technologie autonome. En fait, cet effet psychologique, il est intéressant parce qu'il montre la difficulté, au-delà des aspects technologiques, de l'impact psychologique de la voiture autonome. C'est-à-dire qu'on pourra toujours appeler à son acceptation globale. Il faudra que les individus se sentent dans un état de sécurité très élevé, ce qui est pour le moment pas du tout l'état de la technologie actuelle, ou alors que la puissance publique régule en faveur de la voiture autonome. Là, je me tourne vers vous, Bertrand Serre, parce que vous pensez que cela est souhaitable, au fond, que la puissance publique force, entre guillemets, la population à accepter un outil tel que la voiture autonome, quand on sait très bien qu'en fait, la voiture autonome présente des risques d'accident qui sont encore réels. Alors, je ne sais pas si le véhicule autonome présente plus de risques, en tout cas, qu'une conduite normale. Ça reste à démontrer. Et ça, en tout cas, ça reste à définir. Le pouvoir public n'a pas autorité, n'y a pas vocation à imposer les choses. Comme je l'ai expliqué en préambule, nous sommes là pour expliquer, accompagner et faire qu'il y ait une accoutumance à de nouvelles formes d'innovation, notamment dans les mobilités. Il y a des sujets qui sont très importants dans nos vies quotidiennes, comme les transports. Et aujourd'hui, une ville comme Toulouse, en 2030, il y aura 500 000 mobilités par jour qu'il faudra bien gérer. Alors, il y aura de nouveau, bien sûr, il y a la 3e ligne du métro, de l'aérotram, des nouveaux moyens qui permettent d'aller dans un point A, un point B, le covoiturage, tout ça existe déjà. Mais il faudra bien penser dans les circuits plus restreints, comme vous le disiez. On pourrait imaginer, par exemple, dans le centre de Toulouse, pour remplacer la petite navette électrique, qui est aujourd'hui un véhicule qui a beaucoup de succès, qui malheureusement coûte très cher à la collectivité, pour être remplacé par un véhicule autonome sur un cheminement bordé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas imposer. Par contre, le but qu'on s'est assigné, c'est de vouloir et de pouvoir expliquer, démontrer, expérimenter sur le territoire. Et ça, c'est une force qu'on a toujours démontrée sur Toulouse Métropole, dans tout ce qu'on a fait dans l'innovation, et notamment dans la Smart City. On a toujours considéré, non pas qu'il fallait prendre des blocs d'innovation préfabriqués par des grands groupes industriels et venir les exporter sur nos territoires, mais qu'il fallait, dès le début, faire en sorte que la population puisse être associée à ces décisions. Et ça, c'est un mode participatif, public-privé, qui nous paraît primordial. Et dans ce domaine-là, c'est pour ça que nous avons fait, c'est long, ces tests, ces expérimentations, que nous allons commencer et progressivement amener les gens à comprendre que s'il n'y a
pas de cette peur et cette confiance que l'on peut mettre, parce que la collectivité est ce tiers de confiance qui fait que le véhicule autonome, en tout cas sur un circuit balisé, sera sécurisé. Donc, je pense qu'il y aura une acceptabilité beaucoup plus grande. En tout cas, nous, c'est sur quoi nous travaillons très, très fortement. Et lorsque l'on va mettre en place le projet EVRA que nous avons gagné dans le cadre du PIA 3 avec l'ADEME sur l'Oncopole, le campus de l'Oncopole, avec ce démonstrateur de véhicules autonomes avec EasyMile, nous avons, et Alstom, nous avons l'intention d'aller beaucoup plus loin dans l'acceptabilité. Vous évoquez la nécessaire implication citoyenne dans un outil tel que le véhicule autonome. Vous, Monsieur Bonnefond, vous avez travaillé sur un projet qui a pas mal fait parler, qui s'appelle Moral Machine, qui est un projet de psychologie cognitive de grande échelle, on va l'appeler comme ça, que vous avez mené en compagnie de plusieurs autres chercheurs internationaux, notamment coordonnés au MIT, aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce qu'est Moral Machine? Les gens peuvent le consulter toujours sur Internet, donc ils le verront d'eux-mêmes. Et en quoi ce projet, pour vous, a constitué une étape charnière dans votre analyse des implications éthiques de la voiture autonome? Oui, il y a quelques années, avec mes collègues, on se posait une question qui était un peu macabre, qui était si dans un accident, une voiture autonome ne peut pas sauver tout le monde, qui doit-elle sauver? Alors, on en a entendu un mot en ouverture de cette table ronde. La forme extrême, c'est de dire si une voiture autonome est sur le point d'écraser 5 personnes et qu'en donnant un coup de volant, elle peut en écraser seulement une, est-ce qu'il faut qu'elle fasse ce choix? Et quand on avait commencé à travailler sur ce sujet, on posait ce genre de questions aux gens. Est-ce qu'il faut sauver le plus grand nombre? Et les gens étaient d'accord en général, oui, sauvons le plus grand nombre. Mais un jour, on avait mis un enfant dans l'équation. On avait dit, est-ce qu'il serait légitime de tuer un enfant pour sauver 5 adultes? Et là, les gens, tout à coup, avaient beaucoup plus de mal à accepter cela. Donc on s'est dit, il semblerait que si on décrit un peu plus les victimes potentielles des accidents, on va avoir des décisions compliquées dans l'esprit des gens. Par exemple, est-ce que la vie d'un enfant vaut la vie d'un adulte ou plus? Le problème, c'est que quand on commence à décrire des populations, des groupes d'accidents différents comme ça, on se retrouve très vite avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers, 1 million de possibilités. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire de la science sociale traditionnelle, on ne pouvait pas faire une enquête par téléphone quand on a 1 million de questions. Donc notre idée, ça a été de créer ce site Moral Machine qui génère des situations d'accidents dramatiques où une voiture autonome doit écraser quelqu'un, mais elle doit choisir qui. Ces scénarios, ils sont construits parmi des millions de possibilités. Et notre ambition, c'était que pour pouvoir explorer toutes ces possibilités, il fallait que le site devienne viral. Alors c'est facile à dire, on va rendre un site internet viral, mais on a beaucoup travaillé, on a eu beaucoup de chance, on a eu des petits coups de pouce aussi de youtubeurs célèbres. Et le site est devenu viral dans le monde entier. Ça nous a permis à l'heure actuelle de recueillir 100 millions de réponses à cette enquête, qui nous ont permis de calculer ce que sont les préférences des populations dans presque tous les pays du monde dans ces situations dramatiques et très improbables. Justement, je vous conseille, quand vous aurez le temps, d'aller voir ce site, et comme ça vous permettra de savoir et de vous poser des questions que vous n'êtes jamais posées entre sauver une femme enceinte, sauver un enfant, sauver un animal de compagnie, sauver 14 adultes, etc. Toutes ces questions-là et toutes ces réponses-là, vous en avez tiré 3 réalités, disons 3 tendances que vous avez observées dans tous les pays du monde, dans tous les contextes socio-économiques mondiaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces 3 tendances-là ? Alors les 3 tendances très fortes qu'on retrouve partout, c'est, j'ai envie de dire presque les 3 lois morales dans l'esprit des gens. C'est sauvons les humains plutôt que les animaux, peut-être sans surprise. Sauvons le plus grand nombre, c'est important. Et puis donnons la priorité à la sécurité des enfants. Alors évidemment, des fois, ces choses-là rentrent en conflit. Mais ces 3 choses-là, sauvons les humains, sauvons le plus d'humains possible et sauvons les enfants, ce sont les 3 grandes priorités que nous avons observées à l'échelle mondiale. Bertrand Serp, est-ce que vous imaginez pouvoir avoir ce genre de discours ou pouvoir avoir ce genre d'échange avec des administrés, des citoyens, lorsqu'un véhicule autonome parcourra au fond les rues de Toulouse, peut-être de manière un peu plus étendue qu'aujourd'hui, dans des circulations et dans des circuits, on va dire, non fermés, un peu moins contrôlés? Est-ce qu'il est, selon vous, possible de tenir un discours d'acceptation de l'accident et de dire, au fond, des psychologues cognitifs, des philosophes nous ont aidés à créer un algorithme qui va décider au fond qui doit mourir, qui doit vivre dans une situation
d'accident qui est de toute façon extrêmement rare. Les situations d'accident qui sont étudiées par Jean-François Bonnefond sont des situations d'accident qui normalement ne doivent pas se produire. Mais il faudra de toute façon à un moment avoir une sorte de transparence par rapport à l'algorithme qui est intégré dans ces véhicules. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un tiers de confiance. Donc, effectivement, l'acceptabilité, elle sera si on a confiance dans l'algorithme qu'on a créé, qui a été créé par les chercheurs, pour décider finalement quel est celui qui va être sacrifié ou ceux qui vont être sacrifiés. L'idée de l'intelligence artificielle, c'est quand même d'essayer de reproduire une intelligence de type artificiel, donc l'intelligence de type humaine. Dans l'humanité, chez les humains, il y a tout style d'intelligence. Vous parliez tout à l'heure de millions et des millions de réponses à votre étude et de combinaisons possibles qui sont analysées par les algorithmes, j'imagine, pour trouver des solutions sur l'acceptabilité ou pas finalement d'écraser le jeune ou la personne âgée ou quoi que ce soit, ou le chien. Bon. Du coup, je pense qu'il faut avoir confiance en la science et en l'innovation. L'IA est créée par les humains. Je ne pense pas qu'il existe une IA qui soit supérieure à l'humain. Et au contraire, l'IA, pour moi en tout cas, doit essayer d'être la plus intelligente dans le sens où elle doit répondre plus juste à la question posée. Et cette justesse dans la réponse, elle doit être accompagnée aussi par un pouvoir législatif à côté qui permettra de dire effectivement l'acceptabilité de l'accident et les responsabilités, bien sûr, dues effectivement à l'accident. Des accidents, il existe tous les jours des accidents de la route aujourd'hui qui sont parfois très graves et très cyniques. On peut imaginer que l'IA, au contraire, permettra d'éviter un certain nombre d'accidents grossiers qui auraient pu être, par exemple, se produire sous l'effet d'alcool ou sous l'effet de matières illicites par certains conducteurs. Donc, une fois qu'on aura enlevé tout ce qui est, j'appelle ça grossier, entre guillemets, il restera effectivement le sens de l'intelligence et de l'humanité, de l'acceptabilité de faire le choix de tel ou tel accident, possible ou pas. Donc, j'ai plutôt tendance à faire confiance aux chercheurs et à l'intelligence artificielle parce qu'elle est là pour aider les humains et non pas pour essayer de finalement les tuer. C'est une sage parole. Monsieur Bonnefond, est-ce que pour vous, la voiture autonome a été non pas un prétexte, mais un objet d'analyse en psychologie cognitive qui vous a permis d'accéder à une masse de données que vous n'auriez jamais atteinte dans une autre situation, avec un autre objet? Est-ce qu'au fond, à titre personnel, vous n'êtes pas tant passionné que ça par la voiture autonome, mais plutôt par les résultats qu'elle engendre pour vous en tant que psychologue? Alors, c'est vrai qu'il y avait dans Moral Machine une dimension qui était beaucoup d'étudier la psychologie morale de l'humanité à l'échelle globale grâce à ce véhicule, si j'ose dire, qui était le véhicule autonome. Reste que la voiture autonome, ça m'intéresse quand même. Et au premier plan, à la Commission européenne, je préside le comité d'experts qui travaille en ce moment à établir des pistes pour la régulation éthique des voitures autonomes. Mais vous avez raison, Moral Machine avait certains aspects qui tenaient à la psychologie plus qu'à, disons, l'application pratique voiture autonome. Dans Moral Machine, on observe par exemple que les personnes qui répondent préfèrent sauver les femmes plutôt que les hommes. Alors c'est très intéressant de calculer pays par pays la force de cette préférence. Est-ce qu'il y a des pays où finalement les gens sont indifférents au sexe des victimes? Est-ce qu'il y a des pays qui préfèrent fortement sauver les femmes, expliquer dans leur histoire, dans leur culture comment on en est arrivé là? Mais là, par exemple, il ne s'agit pas de programmer des voitures autonomes. Dans notre esprit, il n'y a aucun moment, il y avait l'idée qu'une voiture autonome devait être dotée de la capacité de savoir si quelqu'un est un homme ou une femme pour décider de l'écraser ou non. Vous voyez, ça, c'était vraiment un aspect, effectivement, qui était plus psychologique. Et pour nous, l'intérêt, là, c'était vraiment de dresser cette sorte d'arbre moral de l'humanité et des différences d'un pays à l'autre. Et justement, par rapport au cas français particulièrement, quelles conclusions avez-vous pu tirer des choix des Français, spécifiquement sur Moral Machine? Est-ce que les Français ont une tendance plus élevée à sauver les femmes enceintes, les bébés, les animaux de compagnie? Alors, la France, c'est un sujet qui est difficile et douloureux pour moi, parce que j'arrive toujours pas à comprendre les réponses des Français à Moral Machine.
L'anecdote, si vous voulez, c'est qu'on avait cet algorithme qui essayait de former des paquets de pays qui se ressemblent moralement pour isoler des groupes, des grands groupes avec des profils moraux différents. Et puis on avait vraiment l'Europe et le monde occidental qui sortaient comme étant très très homogènes. Et puis au milieu de tout ça, il y avait la France. La France qui répondait pas comme les autres. Et l'algorithme très têtu, parce que nous on s'est dit il y a peut-être une erreur, on a mal codé pour avoir une espèce d'exception française comme ça. Donc on a cherché, mais non, l'algorithme ne se trompait pas, c'est juste les Français qui sont pas comme les autres. Alors en quoi c'est même compliqué à expliquer, les Français ils sont extrêmes. Alors, ils sauvent beaucoup les femmes. Ils aiment beaucoup, vraiment. À l'échelle mondiale, je pense que c'est pas loin du record. Mais ils sont aussi très rationnels, ils aiment bien compter. Donc ils sont très extrêmes à l'échelle mondiale sur le fait de compter le nombre de victimes possibles. Et puis, ils ont l'air d'avoir un problème avec les gens en surpoids. Ouais, ce que vous évoquez dans votre livre, c'est que les Français ont une tendance plus élevée, disons, à sacrifier, entre guillemets, les gens en surpoids. Et on peut en tirer les conclusions qu'on veut en tirer. Vous n'êtes pas là pour tirer après tout des conclusions, surtout pour rassembler des données. Mais est-ce que ça vous a surpris? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, non, les réponses de la France m'ont surpris, me surprennent encore. Et bon, je désespère pas, on trouvera peut-être une explication. Et en plus, c'est pas disons, un artefact statistique, par exemple, où on aurait eu très peu de gens qui répondent en France et donc on aurait des données qui étaient un peu déformées. Non, il y a énormément de gens en France qui ont répondu, donc c'est très solide comme résultat. En fait, bizarrement, la France se rapproche le plus de l'Amérique du Sud. En gros, il y a tout le bloc sud-américain où on va trouver cette même préférence pour sauver les femmes. Et aussi, alors on n'en a pas parlé, mais c'est un aspect très compliqué de Moral Machine et très sensible. Dans Moral Machine, il y a un personnage de sans-abri, donc qui peut être parfois dans un groupe de victimes. Alors bien sûr, là aussi, dans notre esprit, l'idée, c'était pas de dire les voitures doivent détecter les sans-abri pour leur rouler dessus. L'idée, c'était, pour nous, d'introduire un personnage dont on sentait bien qu'il allait être plus sacrifié que les autres. On avait quand même quelques notions de ce que c'est l'humanité et on s'attendait bien à ce que les gens sacrifient le sans-abri. Mais pour nous, introduire le sans-abri, c'était une façon de dire attention, nous ne sommes pas en train de faire voter les gens pour faire des lois. Parce que parfois, les préférences des gens ne sont pas acceptables d'un point de vue éthique. Bref, ce sans-abri-là, il est très sacrifié en Amérique du Sud, peu aussi en France. Et pour l'Amérique du Sud, pour nous, ça s'expliquait en fait, parce que ce qu'on a réalisé en regardant les données socio-économiques à l'échelle de chaque pays, c'est que plus il y a d'inégalités économiques dans un pays, plus les gens de ce pays sacrifient les sans-abri dans Moral Machine. Un peu, si vous voulez, comme s'ils avaient intériorisé les inégalités de destin, les inégalités économiques qui sont dans leur pays, et que ça se traduit ensuite dans leur réponse à Moral Machine. Alors, il y a une autre hypothèse qui est que c'est les gens riches qui répondent à Moral Machine. Oui, ce qui sera un biais de collecte de données, au fond, assez fort. Justement, Monsieur Serp, à ce niveau-là, quand on considère l'implication citoyenne et la nécessité de donner la parole aux citoyens sur des questions et des choix technologiques qui sont complexes, comment vous, en tant qu'élu, vous articulez donc cette nécessaire ouverture démocratique, la décision d'un élu, qui est après tout une décision aussi de contrition, de coercition de temps à autre, et la parole des experts qui, sur des sujets comme les voitures autonomes, fait de temps en temps foi de loi. Comment on peut articuler ces différents propos, ces différentes prises de parole qui ne sont pas forcément toujours, on va dire, complémentaires? Alors justement, pour pouvoir que tout ça fonctionne ensemble, il faut se parler. Et se parler souvent dans différents colloques, conférences, mais aussi concrètement sur les expérimentations sur le terrain. Quand on expérimente le véhicule autonome à Toulouse, on fait venir des chercheurs, on fait venir l'université qui est juste à côté, on fait venir les entreprises avec bien sûr les startups, mais pas que, les grands groupes aussi, et avec des formes de design de cognitive ou des formes nouvelles finalement de réflexion sur l'innovation. On arrive à trouver ensemble des consensus à partir d'une décision politique qui était prise et votée en métropole de travailler sur ces différentes innovations. Donc cette acceptabilité, elle est finalement faite par tous. Et comme elle est faite par tous, elle est plus facile finalement à diffuser au sein de la population parce que c'est nous-mêmes les citoyens
qui nous approprions ces nouvelles solutions. Et ce n'est pas un groupe d'experts ou de scientifiques, ou un groupe d'entrepreneurs, CSP+, ou je ne sais quoi, ou un groupe de tout simplement start-upers ou citoyens. Et c'est ce melting point qui fait finalement la richesse de ces expériences. J'écoutais ce que disait M. Bonnefond et je me disais quelque chose, en fait, c'est quoi la France, bon c'est vrai, on est un peu gaulois, on a toujours été un petit peu différent des autres, ça je veux bien le croire, mais par exemple, lorsqu'il y a eu le naufrage de Titanic, quels sont ceux qui sont montés? Les consignes, c'était quoi? Les femmes et les enfants d'abord. Ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui l'a créé, qui l'a décidé. Je ne sais pas si c'est l'époque, je ne crois pas, c'est encore d'actualité, puisque ça correspond finalement aux analyses, grosso modo, que vous donnez. Les femmes, les enfants d'abord. Puis il y a eu des gens qui sont aussi descendus, qui ont payé d'autres pour avoir des places, qui étaient des hommes. Enfin, on connaît toute cette histoire par cœur. Ça fait partie des dérives des humains, évidemment. Mais l'avantage, je crois, de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir enlever ces écumes, j'allais dire presque l'écume des jours, et permettre finalement de ne sortir que la morale ou finalement le choix le plus judicieux pour que finalement on évite ces accidents parfois terribles. Pour conclure assez brièvement, on a noté, on a lu dans l'actualité récente quelques articles sur des accidents liés aux voitures autonomes. J'ai notamment en tête un accident lié à la voiture autonome de Uber il y a quelques mois, quelques années même maintenant. Au-delà on va dire, du bruit médiatique assez traditionnel et assez logique, parce que c'est un sujet qui fascine un peu les journalistes, il y a quelque chose d'assez, encore une fois, du domaine de la science-fiction assez dystopique. Il y a eu assez peu de réactions de la part du grand public sur ce sujet-là. On a noté que ce sujet est assez rapidement passé à l'oubli. Monsieur Bonnefond, est-ce que vous dites-vous qu'au fond, on est dans une situation d'acceptabilité des accidents assez élevée aujourd'hui, que les gens se sont fait une raison sur le fait que les véhicules autonomes ne sont pas parfaitement sûrs, et que dans un cas aussi complexe qu'un véhicule autonome Uber, qui circule sur des routes qui ne sont pas autonomisées, les gens se sont dit qu'après tout, un accident était possible? C'est possible, parce que c'est vrai que ce qu'on observe, c'est un effet première fois. En 2016, une Tesla avait tué son passager. On en avait énormément parlé. C'était la première fois qu'un passager dans une voiture en mode autonome périssait. Et puis, quelques mois plus tard, une Tesla en a tué un deuxième, et ça, on n'en a plus parlé. C'était la première fois. Et puis, 2 ans plus tard, Uber, une voiture autonome écrase une passante. C'était la première fois qu'un piéton était tué par une voiture autonome. Donc là, on en a énormément parlé. Et je pense que je vais prendre un pari là, qui est que la deuxième fois qu'une voiture autonome écrasera quelqu'un, on en entendra très peu parler. Mais c'est vrai que l'accident Uber, en particulier, les accidents impliquant des voitures autonomes, ils ont une caractéristique qui se prête peu à la réaction forte du public, qui est qu'ils sont extrêmement compliqués. C'est très très difficile de savoir ce qui s'est passé. Dans les heures qui suivent l'accident, en général, ce qu'on observe, c'est un pattern où les informations qui filtrent sont toutes liées au comportement des humains. C'est-à-dire soit du comportement de la victime, par exemple de la passante qui est traversée de façon très imprudente la nuit sur une 6 voies en dehors des passages floutés dans un endroit pas éclairé avec de la drogue dans son système. Bon, donc un comportement assez imprudent. Puis ensuite, on apprend des choses sur l'opératrice de la voiture qui était en train de regarder The Voice sur son téléphone depuis une demi-heure au lieu de regarder la route. Ça sort très vite parce que nous sommes humains, nous sommes piétons, nous sommes conducteurs et conductrices, nous comprenons ce que c'est. Nous sommes capables de comprendre très vite ce genre d'informations. En revanche, les informations sur ce qui s'est passé dans la voiture, la façon dont son algorithme a pu mal classifier une première fois la passante et puis basculer sur plusieurs actions possibles, tout ça, c'est très compliqué à expliquer, ça ne ressort qu'à long terme au cours de l'enquête, et donc ça ne se prête pas très bien à un choc d'opinion publique parce que ça se déploie très lentement. Monsieur Serre, vous aurez le mot de la fin sur une question ô combien complexe, qui est la question d'une potentielle responsabilité dans le cas d'un accident impliquant un véhicule autonome. Comment vous imaginez, en tant que décideur public,
pouvoir évoquer ce sujet-là et comment détricoter au fond ces centaines de responsabilités qui vont du programmateur à l'industriel, en passant peut-être par l'infrastructure routière, le passant, le conducteur, passager-conducteur qui n'a pas fait attention. Comment vous abordez cette question qui est au fond extrêmement complexe en termes de responsabilité pénale, judiciaire, administrative, etc. Moi, je crois que du point de vue du législateur, il faut se positionner dans le cas où on se dit que qui est le responsable en fait? Est-ce que c'est l'humain qui a créé l'algorithme ou est-ce que c'est l'algorithme qui est lui-même responsable? Alors ça veut dire, est-ce qu'on considère que l'algorithme, donc l'intelligence artificielle, est humaine ou pas? C'est une question que le législateur peut se poser, ou considérer en tout cas, se la poser. Et ensuite, de savoir si on considère que derrière, il y a, comme vous disiez, la coordinatrice ou la personne qui doit vérifier effectivement qu'elle était déficiente ou pas, est-ce que c'est de sa responsabilité parce qu'elle n'a pas visionné sous sa caméra vidéo qu'il y avait effectivement un danger potentiel, donc une responsabilité humaine. C'est un sujet éminemment complexe. Je crois qu'aujourd'hui, le législateur n'a pas encore terminer ces réflexions, loin de là, puisque aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, ne serait-ce que dans la future loi à l'homme, est-ce qu'il y aura effectivement la réelle possibilité de pouvoir laisser un véhicule autonome complètement seul sur une route, je dis complètement seul, pas suivi et pas contrôlé, et suffisamment intelligent pour aborder la route sans trop de difficultés. Donc, on est juste au début d'une histoire, mais qui va, je pense, arriver très très vite. Et c'est pour ça que nous, les pouvoirs publics, on doit dès à présent, fort de ces expérimentations sur nos territoires, pouvoir aider le législateur à pouvoir travailler sur ces différents modes de responsabilité en termes j'allais dire, de routier, en termes de circulation routière. Parce qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que les moyens dont nous disposons sur nos territoires, en France, dans le monde en entier, en Europe, peut-être aux États-Unis c'est un peu différent, nous avons la réponse à ces questions. Il y a énormément de problèmes qui doivent être regardés de près, étudiés, le côté effectivement humain, le côté psychologue, le côté responsabilité des constructeurs, de celui qui va construire l'algorithme, de la responsabilité de celui qui va le programmer. Il y a énormément de personnes qui entrent en cause, et ça, moi je ne suis pas juriste, mais ça doit être un imbroglio exceptionnel pour essayer de trouver une solution acceptable et simple pour les individus. Voilà. Donc, tant qu'on n'aura pas, je sais qu'il travaille beaucoup, le législateur travaille là-dessus, mais tant qu'on n'aura pas quelque chose d'abouti, ça va être compliqué de pouvoir aller plus loin. Ceci dit, on ne peut pas se permettre d'attendre de notre côté, et puis, une fois que le législateur aura terminé, dire, ben voilà, c'est ça, non. De par le fait, justement, que j'expliquais tout à l'heure, que l'acceptabilité, elle vient par l'expérimentation que l'on fait sur nos territoires. Merci messieurs, merci à vous.